Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse question. Qu'est-ce qui sépare vraiment les avions de chasse les plus modernes de ceux qui les ont précédés? Qui, aujourd'hui, règne en maître dans les cieux? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qui rend un chasseur imbattable de nos jours? Si on a en tête l'image des duels aériens à la Top Gun, il faut se préparer, parce que la réalité a complètement, mais alors complètement changé. Oui, parce que les règles du combat aérien ont été totalement réécrites. Il ne s'agit plus du tout d'être simplement le plus rapide ou le plus maniable. Et c'est là que tout bascule. La performance pure, la vitesse, l'agilité, tout ça ne suffit plus. Aujourd'hui, la domination se joue sur un tout autre terrain, celui de l'information et de la furtivité. La question n'est plus qui est le plus rapide, mais bien qui voit l'autre sans être vu. C'est précisément pour répondre à ce défi que les avions de 5e génération ont été créés. Mais avant d'entrer dans cette nouvelle ère, revenons un tout petit peu en arrière, sur les légendes qui ont défini la période précédente. Ces appareils étaient, en leur temps, des solutions absolument géniales. On avait par exemple d'un côté le F-15 Eagle, un pur sang, un chasseur conçu pour une seule chose, nettoyer le ciel. Et de l'autre, le FA-18 Super Hornet, le véritable couteau suisse de la marine américaine, capable de tout faire depuis un porte-avions. Deux machines incroyables, mais qui commençaient à avoir du mal face à des défenses antiaériennes toujours plus performantes. Et c'est comme ça qu'on est entré dans une nouvelle ère, une nouvelle catégorie d'avions, pensée dès la première esquisse pour les défis du combat en réseau et de la furtivité. Alors c'est quoi au juste un avion de 5e génération? Ce n'est pas une seule caractéristique, c'est un cocktail de 3 révolutions. D'abord, une furtivité poussée à l'extrême, pour être quasiment un fantôme pour les radars. Ensuite, ce qu'on appelle la fusion de données. L'avion aspire toutes les infos de ses capteurs et les présente au pilote sur un plateau, sous la forme d'une seule image ultra claire. Et enfin, il devient un point central, un nœud dans un réseau, qui partage tout ce qu'il voit avec les alliés au sol, en mer et dans les airs. Cette analogie du quarterback, elle est juste parfaite. Le F-35 n'est plus seulement un chasseur, c'est le cerveau de l'opération. Il collecte l'info, il l'analyse et il la distribue à toute l'équipe. Il donne une vision globale du champ de bataille aux navires, aux troupes au sol, aux autres avions. C'est un véritable centre de commandement volant. Mais attention, tous les pays n'ont pas abordé cette 5e génération de la même façon. Quand on regarde les grands concurrents, on s'aperçoit que chacun a sa propre philosophie sur ce que doit être un chasseur moderne. Rien que l'approche américaine nous montre ce contraste. D'un côté, on a le F-22 Raptor. Lui, c'est le duelliste ultime, le champion poids lourd du combat aérien, conçu pour être absolument intouchable en 1 contre 1. Et de l'autre côté, le F-35 Lightning II. Lui, c'est le joueur d'équipe par excellence, conçu pour être produit en très grande quantité et pour connecter toutes les forces armées entre elles. Et quand on regarde les chiffres, ces philosophies deviennent limpides. Le F-35, son obsession, c'est la furtivité. Sa signature radar est jusqu'à 20 fois plus petite que celle de ses concurrents, le Su-57 russe et le J-20 chinois. Concrètement, ça veut dire qu'il peut s'approcher beaucoup plus près de l'ennemi sans se faire repérer. Le Su-57 et le J-20, eux, semblent avoir fait d'autres choix, peut-être en privilégiant la manœuvrabilité ou un coût moins élevé, ce qui reflète bien les doctrines et les capacités industrielles de leurs pays respectifs. Mais la différence la plus folle, elle n'est peut-être même pas technique, elle est industrielle. Avec plus de 1000 appareils en service, le F-35 ne joue tout simplement pas dans la même cour. Le nombre de J-20 chinois est bien plus faible et la production du Su-57 russe, elle, est encore très limitée. Et pourquoi c'est si important? Parce que la guerre moderne, ce n'est pas un duel de cinéma, c'est une question de masse, de logistique, de disponibilité. Et sur ce point, l'avantage est écrasant. Bon, alors, après avoir vu tout ça, comment on répond à notre question de départ? L'idée d'un seul meilleur avion est sans doute un peu trop simple. La réponse est bien plus intéressante. Allez, mettons toutes les cartes sur la table. Après avoir comparé la technologie, la stratégie et la production, qui sort vraiment son épingle du jeu? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul et unique vainqueur. Chaque appareil excelle dans son propre domaine. Le F-22 reste le roi incontesté de la supériorité aérienne pure. Le F-35, lui, est le maître de la guerre connectée. Et il ne faut surtout pas oublier des avions comme le Rafale de Dassault, souvent classé génération 4.5, qui prouvent qu'on peut être incroyablement polyvalent et efficace sans cocher toutes les cases de la 5e génération. Quant au Su-57 et J-20, ils représentent des puissances qui montent avec des stratégies bien ciblées sur la dissuasion dans leur région. En fin de compte, le meilleur avion, c'est celui qui est parfaitement adapté à sa mission, à la stratégie de son pays et surtout à la puissance industrielle qui est derrière pour le construire et le maintenir en vol. Le contexte, c'est la clé de tout dans l'aviation militaire moderne. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question qui regarde vers l'avenir. Avec cette montée en puissance de l'informatique et de la fusion de données, est-ce que l'ère de l'as, du pilote de génie et qui gagne grâce à son talent pur, est terminée? L'avenir du combat aérien appartient-il désormais au supercalculateur volant? Le débat est ouvert.